peu là. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Je pense que Oui, c'est oui, bon. oui. Super. Vous recevrez le support de formation pour info, en fait, à la fin, il y a une partie annexe qu'on n'aura pas le temps de voir pendant l'atelier, mais qui comprend pas mal d'outils, qui sont très pratiques quand on lance son site ou qu'on veut développer son activité en ligne, à moindre coût. Donc c'est des outils, gratuits ou très peu chers, donc notamment, par exemple, Sendinblue pour faire des newsletters, Calendly pour avoir un planning de rendez-vous, automatisé, tout ce qui est, fiches d'établissement Google et cetera. Donc vous pourrez les retrouver après. Et il y a peut-être des parties sur lesquelles je vais passer un peu vite. Vous pourrez y revenir, après en lisant, le PDF. Donc l'objectif principal de cette formation, c'est déjà de connaître, les termes essentiels d'internet dans le sens, qu'est-ce qu'internet, comment ça fonctionne et quels sont les points d'intention, notamment quand on crée un site dessus. Ensuite, comment réunir les éléments nécessaires pour préparer la construction du site. Donc cette partie-là, c'est plutôt pour les personnes qui n'ont pas encore de site, donc peut-être qu'on passera un petit peu plus vite dessus, mais tout est expliqué dedans si jamais, vous avez besoin. Et enfin, comment créer un site internet, clair et utile et là, on ira, voir d'autres sites existants si on a le temps. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'internet? Les termes à connaître et du coup, quelles sont les notions sur lesquelles il faut faire un petit peu attention? Donc déjà, le nom de domaine, et pour celles, qui ont déjà un site ici, vous devez connaître, ce que c'est, mais en gros, le nom de domaine, c'est, le nom de votre activité en ligne. C'est un nom qui vous permet, d'avoir, comme une adresse, pour votre marque en ligne. Donc c'est notamment c'est le nom de domaine qui va être utilisé pour créer un URL. Donc l'URL, c'est, l'adresse d'un site qui apparaît, dans la barre de navigation, lorsque vous êtes sur un navigateur. Le nom de domaine, la chose à savoir dessus, c'est qu'effectivement, c'est des noms que vous pouvez réserver, à l'année, donc c'est pas, éternel et le point d'attention à avoir, c'est que ça joue un rôle important, dans, votre référencement et le fait que, vous puissiez, par exemple, vous différencier, de la concurrence. Je m'explique, souvent quand on réserve un nom de domaine, il faut faire en sorte au maximum que ce soit un nom qui soit similaire à votre nom de marque. Donc, faire en sorte, que les gens, rien qu'en entendant le nom de votre projet sans l'avoir vu écrit même, puissent vous retrouver, en tapant un nom. Et l'idée, c'est que ce soit cohérent, dans le sens où, il ne faut pas qu'ils aient un doute, en fait, en arrivant sur le site. Donc il faut aussi faire attention au fait que vous n'ayez pas, soit des concurrents, soit d'autres activités qui n'ont rien à voir avec la vôtre, mais qui ont un nom extrêmement similaire, voire le même. Donc quand vous réservez votre nom de domaine, vous pouvez en réserver plusieurs, sachez-le, et souvent en France, il est bien vu de réserver le .com et le .fr. Donc par exemple, là on voit il y a bonjourbonheur.com, il est de bon ton de réserver le bonjourbonheur.fr. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est les 2 extensions, dont on a l'habitude et c'est, l'une ou l'autre qu'on tape le plus souvent. Donc pour éviter de perdre les visiteurs, vous pouvez tout à fait réserver les 2 et faire en sorte de faire une redirection du .com vers le .fr ou vice versa. Les noms de domaine à savoir, c'est, des noms, qui vous coûtent enfin c'est un prix, qui est normé. En fait, c'est un prix, qui est fixé, à l'international. Donc un .fr, ça vous coûte environ 6 € par an et un .com environ 10 € par an. Donc c'est une chose importante à savoir. Si jamais vous remarquez que le nom de domaine que vous souhaitez n'est disponible ni en .com ni en .fr, ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que, il y a probablement une autre marque qui porte exactement le même nom et ça peut, créer, des petites confusions, notamment quand les gens vous cherchent. Mais sachez que sinon vous pouvez aussi réserver des extensions, type .io ou .org. Donc .org, c'est notamment quand vous avez une association. Ça en fait, tout de suite, quand on voit .org, on se doute que le projet derrière est associatif ou à but non lucratif, en tout cas. Ou .io, par exemple, c'est une extension qui est souvent utilisée dans la tech, par exemple, et il y en a plein. Donc vous avez le .pizza, le .coffee, le .shop aussi qui existe. Et tout ça, c'est des extensions qui permettent de qualifier un peu l'activité sur laquelle, vous êtes. Et sachez que du coup, les noms de domaine, il est même recommandé de les réserver sur des hébergeurs tiers type, Ionos par exemple, IONOS ou OVH, c'est le plus connu, en France. Et c'est des hébergeurs sur lesquels vous pouvez héberger plusieurs noms.
Vous n'avez aucune obligation de les réserver chez Wix ou Squarespace, par exemple, si c'est les solutions que vous utilisez. Vous pouvez tout à fait les réserver sur des hébergeurs tiers et ça vous permet en général de créer des adresses email qui vont avec. Donc là, l'idée du rappel, c'est de dire, en gros, vous pouvez en réserver plusieurs et ça peut même aider à votre visibilité, parce que ça évite de perdre des gens qui taperaient votre nom de domaine avec la mauvaise extension, par exemple. Du coup, juste, là, je vous ai mis un petit rappel sur combien ça coûte et le fait que vous pouvez le mettre sur un hébergeur. Et le fait surtout, attention, pour celles et ceux qui ont déjà un site ou qui vont en créer un bientôt, quand vous achetez un nom de domaine, comme je le disais, ça se renouvelle tous les ans. Donc, il faut vraiment faire très attention au fait que le renouvellement automatique est bien activé. Parce que sinon, à la date butoir, si le renouvellement automatique n'est pas activé ou qu'il n'y a pas de moyen de paiement fonctionnel enregistré sur la plateforme sur laquelle vous avez réservé votre nom de domaine, il va retomber dans le domaine public. Donc déjà, votre site, etc., n'aura plus de nom de domaine et surtout, quelqu'un d'autre pourra le réserver et donc vous le piquer sans le savoir, par exemple, même parfois. Donc, faites très attention à ça parce que ça arrive même aux plus grands, même Google, ça leur est déjà arrivé. Et c'est extrêmement rageant parce que même si vous arrivez à le récupérer, ça veut dire que ça fait 24 heures, 48 heures, voire plus, où votre site n'a pas été actif et vos adresses email non plus. Donc faites très attention à ça. C'est vraiment le point d'alerte. Il y a une question? Non? Super. Donc voilà, c'est le point important à savoir. Du coup, ensuite, petit point de rappel rapide, l'hébergement du nom de domaine, c'est différent de l'hébergement de site, dans le sens où l'hébergement du nom de domaine, c'est juste le fait de réserver un nom. Il n'y a pas d'espace de stockage derrière, c'est juste le nom est à vous pendant la période sur laquelle vous l'avez réservé. L'hébergement de site, ce qu'il faut savoir, c'est comme réserver, disons, un espace de stockage. Euh, en ligne, sur lequel vous pourriez mettre, un site, par exemple. Donc c'est le fait de réserver comme un espace sur lequel vous allez pouvoir stocker des choses et notamment un site. Donc ça, souvent, je fais juste ce petit point de rappel-là parce que c'est un service qu'on essaie de vous vendre en plus des noms de domaine quand vous réservez votre nom de domaine chez Yonos, OVH, Hostinger, et compagnie. Sachez que vous n'en avez pas forcément besoin, surtout si vous utilisez des plateformes, tout compris, comme Shopify, Squarespace, Trackingly, Wix et Vivelab, par exemple. Ça, c'est un petit point de rappel. N'hésitez pas à couper ces frais en plus si jamais vous n'avez pas besoin d'un hébergement de site. L'autre point hyper important, si vous avez déjà un site, c'est une chose, justement dont vous êtes peut-être déjà familier. Et à laquelle il faut faire attention, c'est tout ce qui est certificat SSL, protocole HTTPS et la sécurité de votre site en général. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des piliers essentiels, pour un site et pour son référencement et pour assurer les visiteurs, c'est le fait qu'il soit sécurisé. Donc justement, quand vous êtes sur un site et que vous regardez dans la barre URL, s'il est sécurisé, vous avez justement un petit cadenas ici qui indique, que les échanges avec le site sont chiffrés. Donc pour expliquer, en fait, c'est comme si, vous avez un site, quand il est sécurisé, c'est comme si les échanges avaient lieu, dans un tunnel. Donc les gens qui sont à l'extérieur du tunnel ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Ils peuvent pas, voir combien il y a de voitures, par exemple, ils peuvent pas entendre les sons, ils peuvent pas, lire les plaques d'immatriculation. Donc c'est sécurisé, en fait, dans le sens où les gens extérieurs peuvent pas voir. Quand il y a pas de certificat SSL, quand le site est pas en HTTPS, c'est comme si c'était à ciel ouvert et que du coup, on peut tout voir. On peut voir le nombre de voitures, les plaques d'immatriculation, on peut entendre les sons. Les personnes qui sont dans les véhicules ou les véhicules tout court ne sont pas protégées et tout le monde peut voir ce qui se passe. C'est ça, en fait, un certificat SSL, ça indique que les échanges sont dans un tunnel. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a eu beaucoup de problèmes avec des sites qui n'étaient pas sécurisés et sur lesquels des gens se sont fait piquer des infos. Donc ça peut être des infos personnelles par exemple, email, donc c'est un peu moins grave, mais ça peut être des infos de carte bleue, ça peut être des informations liées à la santé intime, ça peut être énormément de choses. Et ça a provoqué beaucoup de dérapages. C'est justement de là que viennent parfois
des problèmes de vol de données. Donc aujourd'hui, c'est la base de la base en termes de sécurité, internet, et il est capital en fait de faire en sorte que son site soit sécurisé. Du coup, ça joue un rôle, extrêmement important sur déjà le visiteur parce que si notamment vous utilisez Chrome, quand on arrive sur un site qui n'est pas sécurisé, il y a souvent un petit panneau danger qui indique que l'espace est dangereux. On voit même pas le site et on nous invite à retourner en zone sûre, c'est-à-dire, sur la page sur laquelle on était précédemment. Donc ça déjà énorme impact sur votre, image de marque et en plus de ça, quand un site n'est pas sécurisé, les moteurs de recherche et notamment Google, ne les font pas bien remonter. Ne les Du coup, c'est parfois impossible même de vous trouver via une recherche, via Google, et surtout, certaines fonctionnalités ne vont pas fonctionner, notamment, tout ce qui est plugin, enfin tout ce qui est fonctionnalité de paiement en ligne, donc Stripe, et autres, SumUp et cetera ne vont pas fonctionner. Même des plugins comme, de la prise de rendez-vous ne vont pas fonctionner non plus parce qu'on est amené à saisir nos emails dedans, et c'est considéré comme des informations sensibles. Donc du coup, c'est un point auquel il faut faire très, très attention. Et sachez qu'un certificat SSL, on ne l'a pas ad vitam aeternam, ça doit se renouveler. Donc si vous êtes sur des plateformes comme Squarespace et Wix et en général, c'est la plateforme qui le renouvelle pour vous. Donc la question ne se pose pas trop. Hem Par contre, si vous êtes sur des plateformes où c'est vous qui avez la main sur ces infos-là, comme, WordPress ou PrestaShop, c'est à vous de les renouveler. Donc, faites très attention à ça et vérifiez régulièrement, quelle que soit votre plateforme, que votre certificat SSL est bien actif, que le site est sécurisé, parce que sinon ça vous empêcherait de vendre, par exemple, ou, d'avoir des visites, ou de la prise de rendez-vous et ainsi de suite. Donc c'est un point extrêmement important. Et vous devez vraiment y faire attention et insister dessus si jamais c'est pas vous qui faites le site. Voilà. L'autre point, c'est tout ce qui est expérience utilisateur, et responsive. Donc, aujourd'hui, quand vous faites un site effectivement, notamment pour celles qui en ont déjà un, et vous avez dû avoir affaire à ça ou peut-être on vous dit qu'on n'arrive pas à faire certaines choses sur votre site, on n'arrive pas à trouver telle et telle rubrique, on n'arrive pas à naviguer dessus. Et donc dans ces cas-là, souvent c'est ce qu'on appelle des problèmes d'expérience utilisateur, sauf si c'est des bugs, mais sinon ça veut dire que globalement, les indications ne sont pas claires sur le site et on ne sait pas où aller, quand on est dessus et du coup ça impacte, la visite dans le sens où on n'arrive pas à accomplir, les objectifs que vous avez pour nous comme acheter, s'inscrire à la newsletter, prendre un rendez-vous par exemple. Donc l'expérience utilisateur qui est souvent abrégée en UX, c'est un mot que vous allez souvent croiser, vous allez souvent en entendre parler, et c'est le fait en fait de proposer, une expérience adaptée à l'utilisateur qui va arriver sur le site. Donc ça allie, l'utilisabilité du site globalement et l'impact émotionnel, dans le sens où on peut être très vite frustré par un site sur lequel on n'arrive pas à naviguer, sur lequel on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Là-dessus, c'est pour ça il faut faire plusieurs choses. Donc déjà en termes de critères techniques, et lisibilité, donc c'est par exemple faire en sorte que le site se charge vite. Donc c'est un point très, très important, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous faites votre site, il faut faire attention au fait qu'il se charge en moins de 3 secondes si possible. Parce qu'au-delà de 3 secondes, en général, les gens quittent la page sans même l'avoir lue et il faut prendre en compte aussi le fait que, on va pas toujours consulter votre site, depuis une super, connexion internet. Parfois, on est dans le métro, parfois nos appareils sont un peu vieux, donc on va avoir des appareils un peu lents. Donc il faut faire attention au fait que le site se charge le plus vite possible. Donc ça, c'est important. Faut faire très attention aussi au fait que les contenus soient lisibles. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà un site, c'est une chose à laquelle vous faites probablement attention, mais le fait que, les textes, par exemple, soient assez contrastés avec le fond. Donc, par exemple, que ce soit pas écrit rouge sur bleu, par exemple, ou, blanc sur une couleur trop pâle. Donc il faut que ce soit bien contrasté. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important que tout le monde puisse lire les contenus, qu'on ait des problèmes de vue ou pas. Donc c'est pour ça, faites-y très, très attention. Il y a aussi des critères effectivement, par exemple, si on a des vieux appareils, avec des écrans pas très, très bons, en général, les contenus sont moins contrastés déjà par défaut. Donc ça pose problème si en plus votre site ne l'est pas déjà, n'est pas assez contrasté. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut faire très, très attention. Et après, c'est globalement alors c'est pour ça que c'est assez personnel parfois aussi, c'est tout ce qui est esthétisme et confort. Donc tout dépend aussi parfois de la génération à laquelle on s'adresse. Mais il faut faire attention du coup au fait que notre site soit assez simple
est bien indiqué, en gros, qui est bien, qu'on puisse facilement passer d'une page à l'autre et trouver, par exemple, la page contact, et les pages importantes. Et l'UX, ça joue sur le référencement parce qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche peuvent voir, par exemple, si les textes sont pas assez contrastés, s'ils sont pas écrits assez gros, si les images sont trop lourdes, si le site met trop de temps à charger. Hem, voilà, donc globalement, il faut y faire attention. Et justement, dans l'UX rentre, tout ce qui est responsive. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais en gros, le responsive, c'est le fait qu'un site va s'adapter au support sur lequel il est consulté. Donc, smartphone, tablette et PC. Et ça, c'est pareil, c'est un peu comme le certificat SSL, c'est, une des conditions pour que le site soit bien référencé, une des conditions même pour que les visiteurs continuent leur visite, parce que ça a déjà dû vous arriver avec votre site ou d'autres sites. Quand vous êtes sur mobile, il y a des choses qui ne se passent pas très bien, les images sont trop grosses, trop petites, il faut, aller de la gauche vers la droite pour pouvoir lire des paragraphes, par exemple. Et tout ça, c'est très désagréable. Donc aujourd'hui, quand vous faites un site, il est capital, qu'il soit adapté à tous les supports de lecture, donc notamment PC et smartphone. Et ça, alors, tout dépend de la plateforme par laquelle vous passez. Dans tous les cas, il faut tester, de la navigation via un smartphone. Donc, même si votre outil de création de site, vous propose des aperçus de votre site en format PC, en format mobile, hem si possible, avant de lancer votre site, publiquement, hem, naviguer dessus depuis votre mobile et demander à vos amis de naviguer dessus aussi depuis leur mobile. Donc, notamment, ceux qui sont sur iPhone et ceux qui sont sur Android, par exemple, mais demandez-leur de naviguer dessus et de voir si, la navigation se passe bien, si, il n'y a pas des choses qui leur semblent un peu déconnantes. Et globalement, c'est une idée qu'on va retrouver à travers la formation. Quand il s'agit de votre contenu, de votre site et cetera, surtout partagez votre site à des personnes, différentes pour qu'elles le consultent. Déjà pour qu'elles puissent vous remonter si jamais il y a un problème, même sur des détails de police, par exemple. Et surtout, laissez-les, sur le site et demandez-leur juste, par exemple, de réserver une place, par exemple, ou d'arriver à la page contact, voir si elles y arrivent d'elles-mêmes. Et si elles n'y arrivent pas, c'est que ça risque de poser problème aux autres visiteurs qui, eux, ne vous connaissent pas et qui vont du coup ne pas faire l'effort de vous dire: «J'arrive pas à faire telle ou telle chose sur votre site». Donc c'est pour ça, faites-y très, très attention et n'hésitez pas à partager votre site même dans des groupes, d'entraide, à des personnes qui pourraient vous aider, à l'optimiser. Hem, du coup, ensuite, justement, on en a parlé depuis le début de la formation, c'est un peu le nerf de la guerre quand on crée un site. C'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on le crée. C'est le fait d'être facilement trouvable, via les moteurs de recherche. Donc, c'est des notions que vous devez connaître, en partie, au moins. Donc, c'est ce qu'on appelle le SEO et le SIA. Donc, le SEO, c'est tout ce qui est référencement naturel d'un site, c'est-à-dire que c'est toutes les actions gratuites que vous pouvez mettre en place, pour avoir un bon référencement. Et donc ça, justement, quand vous utilisez des plateformes comme Squarespace, Shopify, Wix, Vivelab, et compagnie, vous êtes, assistés dessus dans le sens où on vous indique, les champs à remplir pour optimiser votre référencement. Donc ce qu'on appelle, titre SEO, description SEO. Donc ça déjà, c'est une chose importante, et justement, vous avez des outils, parfois gratuits qui vous aident à tester, le référencement de votre site. Mais plus globalement, c'est une chose que vous pouvez voir assez vite, si une fois que vous avez mis votre nom de domaine sur votre site, au bout de quelques jours, vous ne le trouvez pas sur les moteurs de recherche, même en tapant le nom complet, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, je dis que c'est le nerf de la guerre dans le sens où c'est notre objectif number one, c'est que quand on tape le nom de notre marque, on nous trouve. Donc pour améliorer le référencement naturel, point d'attention, ça prend du temps. Donc parmi vous, ceux qui ont des sites, peut-être vous l'avez un peu vécu, vous n'êtes pas automatiquement, trouvable sur les moteurs de recherche, ça prend toujours un peu de temps et globalement, ça prend toujours du temps, d'être, dans les premiers résultats quand on ne paye pas de publicité. Mais c'est important de travailler ce référencement naturel-là. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours là, et c'est le référencement le plus important, aujourd'hui parce que, justement, on va l'expliquer après à travers le SIA, mais c'est celui sur lequel, les gens vont être le plus attentifs.
Donc je m'explique, le SIA à l'inverse, justement, c'est le référencement payant. Donc ça veut dire que là, on a payé, Google, par exemple, pour que notre annonce, enfin notre site remonte dans les premiers résultats, quand on tape certains mots-clés. Donc là, pour le coup, c'est payant et ça coûte un petit budget. Ça coûte, au minimum, en général, 15 € par jour si on veut faire une campagne, viable et qui fonctionne bien. Et le problème en plus de ça, c'est que, quand on est sur un moteur de recherche, enfin quand on est sur Google, mais ça marche sur tous les autres, les annonces payantes et les annonces, naturelles, sont différenciées. Notamment sur Google, on le voit, il y a le petit mot «annonce» pour tout ce qui est annonce payante et je ne sais pas si, parmi vous, c'est le cas, mais souvent quand on voit le petit mot «annonce», il y en a on est beaucoup à ne pas cliquer dessus. Parce que justement, on assimile ça à de la publicité et c'est pas forcément ce qu'on recherche. On va donc cliquer sur, celle qui est en dessous, qui n'a pas le mot «annonce». Et justement là, si vous avez juste fait des efforts sur votre référencement payant et pas sur le référencement gratuit, vous pouvez apparaître en premier en payant, mais après ça peut être vos concurrents, par exemple. Donc du coup, ça va vous porter défaut. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer d'être bien référencé en naturel ou en payant pour faire en sorte que, quelles que soient les habitudes de clic, des gens, vous puissiez, du coup récolter tout de même un clic. Sachant qu'en plus le SIA, c'est bien, mais ça, comme je disais, ça demande un petit budget, ça se travaille. Donc souvent, ça vaut le coup, d'attendre un petit peu avant de faire, de la pub. Parce que ça peut être un coup dans l'eau. C'est arrivé à beaucoup de boîtes, même des grandes boîtes au début quand elles se sont lancées. Elles ont mis des gros budgets sur de la pub, mais ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas la bonne pub et c'était pas le bon moment. Donc c'est pas la solution à tout. Donc même si c'est frustrant, ça vaut le coup de travailler son référencement naturel et pour ça, donc je pourrais vous l'envoyer dans le mail après, donc vous aurez peut-être des formations plus à proprement parler, plus sur le référencement. Mais sinon, vous avez la formation, Google, qui est gratuite sur ce sujet-là et qui est bien faite parce que justement, c'est Google, eux-mêmes qui ont fait une formation sur le référencement et c'est eux, qui, dictent les règles en termes de référencement, aujourd'hui. Donc je pourrais vous le mettre si ça vous intéresse. Et du coup justement, donc aujourd'hui, on va surtout parler de sites vitrines, et un peu moins de sites e-commerce. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir. Mais en gros, en termes de sites, on en distingue 2 grossièrement, enfin c'est très grossier, mais on distingue les sites vitrines, donc qui sont les sites, qui offrent une vitrine sur l'activité, hem, qui ne proposent pas, du paiement en ligne, par exemple. C'est-à-dire que les gens, s'ils veulent vous acheter un produit ou un service, ils doivent passer par vous, d'une manière ou d'une autre ou aller sur une autre page. Mais en gros, votre site ne propose pas de paiement en ligne. Donc en gros, c'est vraiment juste une vitrine, et on pourrait grossièrement dire que c'est comme une brochure mais en ligne, et donc interactive. Et ça, c'est essentiel d'avoir un site vitrine aujourd'hui, quand on crée son activité et c'est pour ça que pour la plupart d'entre vous, vous avez commencé à en créer un parce que, les réseaux sociaux, ça suffit un temps, mais au bout d'un moment, les gens ont envie de retrouver, toutes les infos, et ne pas, aller fouiller dans vos contenus sur les réseaux sociaux pour retrouver ce que vous faites, vos offres, vos points de contact et cetera. Donc un site vitrine, c'est essentiel et d'ailleurs, c'est important parce que c'est sur les pages vitrines, que le référencement va se faire, sur, les moteurs de recherche. Et en plus de ça, c'est souvent, dessus que potentiellement, vous allez rajouter des briques, notamment ajouter des fonctionnalités comme de la prise de rendez-vous ou les formulaires d'inscription à la newsletter. Et potentiellement, si vous avez envie de commencer à vendre en ligne, c'est souvent sur la base de ce que vous avez fait en vitrine que vous allez créer votre site e-commerce. Donc dans tous les cas, ce ne sera pas un travail perdu. Donc même si vous avez la volonté de vendre en ligne, ou de vendre certaines choses en ligne, c'est essentiel de, commencer à travailler la partie vitrine de son site. Et du coup, justement, le site e-commerce, pour le coup, c'est un site sur lequel l'utilisateur peut acheter en toute autonomie, donc passer par un tunnel de paiement. Et ça, c'est des sites, à part dans le sens où l'e-commerce, il y a d'autres règles qui s'appliquent, il y a beaucoup d'obligations juridiques à respecter, quand on fait un site, e-commerce, parce qu'en tant que, gérant, d'un site e-commerce, on doit respecter, certaines règles, notamment quand on vend à des particuliers. Donc c'est pour ça que, ce serait un atelier, à part parce que c'est beaucoup d'autres règles. Mais
Aujourd'hui, c'est assez facile de créer un site e-commerce, et ça peut vraiment permettre de booster votre activité parce que justement, les gens peuvent acheter en toute autonomie sans que vous ayez à chaque fois à faire un devis, envoyer un lien de paiement, envoyer votre RIB. Donc ça peut être un sacré plus, et en plus de ça, ça a un côté un peu rassurant parce que, les gens se disent: «Ah tiens, c'est tel le module de paiement, c'est en ligne, c'est sécurisé». Hem, donc ça peut être souvent c'est une étape, par laquelle on passe quand on veut commencer à vendre même des abonnements, hem, à ses clients. Du coup, ensuite, petit laïus là-dessus, parce que, si notamment si vous avez assisté à des formations, commerciales ou, justement des formations sur, comment débuter dans l'entrepreneuriat, souvent on vous parle de créer, ce qu'on appelle une landing page, quand vous commencez. Donc je fais un petit point dessus parce que la landing page, en gros, c'est une expression un peu protéiforme dans laquelle on fait rentrer un peu tout et n'importe quoi. Mais en gros, quand on vous parle de landing page dans un sens commercial, c'est souvent de créer, très vite, un site d'une seule page sur laquelle, les gens vont pouvoir, par exemple, laisser leur mail pour, être tenus au courant, du lancement de l'activité ou bien prendre des rendez-vous ou bien, p parfois, même acheter, en prévente. Donc c'est souvent dans ce sens-là, qu'on l'entend quand on parle de landing page dans un sens commercial. Mais en fait, landing page, c'est un mot au global qui veut juste dire que c'est la page sur laquelle on atterrit sur un site. Donc en gros, une landing page, c'est la première page qu'on voit quand on arrive sur un site. Donc la notion globale à retenir là-dessus, c'est que, votre site, a globalement, plein de landing pages parce qu'on peut arriver sur votre site via la page d'accueil ou d'autres pages si votre site a plusieurs pages. Et que donc globalement, il faut faire très attention au fait que quand les gens atterrissent, sur les pages de votre site, ils y restent et pas qu'ils redécollent, direct. Parce que dans ces cas-là, ça peut, c'est ce qu'on appelle le taux du rebond. C'est-à-dire que les gens, en gros, rebondissent sur votre site et qu'ils y restent pas, qu'ils naviguent pas et que du coup, en général, ils vont pas accomplir les objectifs que vous avez pour eux. Ils vont rester, 1 à 2 secondes, pas plus. Donc du coup, globalement, quand vous faites un site, faites très attention au fait que même, quand il s'agit de pas de la page d'accueil, donc par exemple, si les gens arrivent via la page contact ou une autre page, il faut faire attention au fait qu'ils puissent facilement naviguer sur le reste du site, et notamment, par exemple, retourner, enfin aller sur la page accueil, ou passer sur d'autres pages. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire en sorte que quand les gens atterrissent, ils restent avant de repartir et notamment qu'ils naviguent dans le site. Donc c'est pour ça que, quand vous, faites votre site, faites très attention à ça, parce que ça peut arriver que parfois on arrive sur une page et on ne sait pas du tout comment arriver à la page d'accueil, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas où sont les produits, par exemple, notamment si on sait que c'est un site e-commerce. Donc faites très attention à ça, au fait qu'on puisse, très vite, se repérer, et naviguer. Donc si vous entendez le terme landing page ou si on vous en parle aujourd'hui, c'est, parce qu'en fait, c'est la page d'atterrissage et c'est pour ça aussi, à retenir, mais on va vous parler parfois de landing page promotionnelle ou landing page commerciale. Les landing pages promotionnelles, par exemple, c'est quand vous créez une page sur votre site qui a pour but, en fait, de mettre en avant une promotion. Donc, c'est typiquement une page sur votre site à laquelle on accède depuis un email, par exemple, ou depuis les réseaux sociaux ou depuis une pub. Qui a pas forcément vocation à être trouvé, quand on arrive sur votre site via la page d'accueil, normale. Mais en gros, ça c'est l'idée que vous créez des pages d'atterrissage avec des objectifs spécifiques, et qu'on y atterrisse via, un bouton, dans une newsletter ou autre, par exemple. Donc voilà, donc ça, c'est un rappel sur ce mot-là. L'autre point, c'est tout ce qui est, call to action. Donc, justement, si vous avez commencé à créer des sites ou si vous avez pour objectif d'en créer un, souvent vous avez des objectifs pour ces sites-là. Et justement, pour pousser les gens à passer à l'action, vous mettez en place des boutons d'action, donc c'est la traduction de call to action et ces boutons d'action-là sont vraiment là pour aider les visiteurs à accomplir les objectifs que vous avez pour eux. Donc il faut vraiment faire attention au fait qu'ils sont facilement trouvables, et pas caché dans certaines pages. Donc si par exemple via votre site, vous avez pour objectif, d'avoir plein d'inscrits à votre newsletter, des rendez-vous téléphoniques, peut-être que les gens vous retrouvent sur Hello Asso ou ce genre de choses-là, il faut faire en sorte que ces boutons-là soient très facilement trouvables. Si c'est des objectifs très importants pour vous, ils peuvent même être sur chaque page.
notamment la newsletter, par exemple. Si c'est des points de contact, par exemple, il faut faire très attention au fait qu'ils soient trouvables, sur à des endroits stratégiques, donc par exemple sur la page contact, mais par exemple aussi juste après, nos offres, nos services, nos packages, et cetera. Donc ça, il faut y faire très, très attention, et ça va en plus dynamiser la visite parce que souvent quand les gens vont sur votre site, ils recherchent des infos, mais souvent, c'est possible qu'ils cherchent à se tenir informés de ce que vous faites. Donc c'est pour ça, c'est aussi une manière même parfois de les rediriger vers vos réseaux sociaux, ou vos autres pages, par exemple. Donc c'est pour ça, c'est un peu comme des guides et c'est important de les mettre en place. Et justement, à croiser avec ça, petit point sur, les plugins, donc c'est un terme que vous devez connaître. On entend souvent parler de plugins ou widgets. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est des fonctionnalités tierces qu'on va brancher sur notre site. En gros, notre site, notamment vitrine, c'est une base, «statique» en gros, entre guillemets, et on va vouloir y ajouter des fonctionnalités qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs commerciaux en général. Et donc, les solutions de création de site en général vont pas, créer tout type de fonctionnalités. Par contre, elles vont, utiliser des fonctionnalités existantes. Donc par exemple, c'est ce qu'on voit sur la capture d'écran ici. Heu, c'est un site sur lequel il y a le chat Facebook Messenger, de l'entreprise. Donc en gros, on a branché le chat Facebook Messenger directement sur le site. Pourquoi c'est pratique? Parce que ça permet aux gens qui sont sur le site de directement chatter avec, l'entreprise, sans avoir à se rendre sur sa page Facebook, ouvrir le chat, envoyer un message. Donc elle reste sur le site, donc elle peut continuer sa navigation tout en chattant. Et ça aujourd'hui, c'est un peu, la norme aussi pour, rendre un site, encore plus utile. Donc vous connaissez probablement tout ce qui est plugin Google Maps, donc c'est-à-dire les encarts Maps, qui sont disponibles directement sur les sites. Les encarts de prise de rendez-vous, de réservation de table, même parfois, pour, recevoir des dons par exemple. Hem donc ça, aujourd'hui, c'est un peu la norme. Si vous utilisez des solutions comme Squarespace, Shopify et cetera, en général, vous avez une base de plugins, gratuits et il y en a certains parfois qui sont payants. Ça dépend, la plateforme que vous utilisez. Donc le point d'attention, c'est que vous n'avez pas besoin de tous les plugins existants. Donc quand vous réfléchissez à la création de votre site, faites très attention à ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce qu'un plugin, même si c'est juste une fonctionnalité qu'on branche dessus, il y a des choses qui vont se charger quand le site va se charger et plus on met de plugins, plus il sera lourd, plus le chargement sera long et comme on l'a vu au début de la formation, si le chargement est trop long, ça va impacter votre visibilité. Donc, il faut y faire attention. Puis aussi, vous, ça va vous demander du travail de gestion d'avoir beaucoup de plugins. Donc déjà, ça, il faut faire attention. Et si vous avez pour souhait d'utiliser des plateformes comme WordPress et PrestaShop, sur lesquelles vous pouvez ajouter vraiment tout type de plugins, qui ont été développés, par tout type d'agences, et pas que par des grosses entreprises, par exemple. Il faut retenir qu'il y a certains plugins qui peuvent être, buggés, soit parce qu'ils ont été mal conçus, soit parce que, ils ont pas été mis à jour et du coup, ces plugins-là peuvent représenter des gros problèmes, soit de compatibilité avec votre site et d'autres fonctionnalités, soit carrément, ils peuvent représenter des failles de sécurité. Donc, si vous ajoutez des plugins à votre site, faites attention au fait que, ça ne va pas représenter un problème et petite chose à savoir, petit point d'alerte au cas où, vous seriez concerné par ça, notamment si vous créez un WordPress. Les plugins de formulaire de contact, sont les plus fragiles dans le sens où, c'est souvent par là que les sites se font pirater parce que, des robots ou même des gens vont se rendre sur le formulaire et vont taper des lignes de code qui va leur permettre de prendre possession du site, hem et de le verrouiller et là, il peut se passer plusieurs choses. Soit le site va juste être, spammé. Donc la boîte de messagerie sera pleine et donc vous allez louper des messages de vraies personnes. Ça va juste être, rempli de spam. Soit carrément le site, va contenir plein de pop-up spam. Soit carrément, il va se passer un truc qui est très désagréable, c'est que quand on va arriver dessus, on va être redirigé vers un autre site qui nous dit qu'on est le 10 millième visiteur et qu'on a gagné un smartphone. Donc ça, c'est des choses qui arrivent très souvent, donc il faut y faire attention. Donc, si vous avez pour souhait de mettre un plugin de formulaire de contact sur votre site, faites attention au fait que c'est un plugin fiable, qui est mis à jour régulièrement et qui respecte des normes de sécurité. Notamment, par exemple, ça se fait de plus en plus, c'est des formulaires de contact où quand on veut valider, on est obligé, vous savez, par exemple, de saisir des caractères,
en capture d'écran ou alors de dire sur quelle photo il y a un train, par exemple. Tout ça, c'est des protocoles de sécurité qui permettent au formulaire d'être protégé de ce type de choses-là. Voilà, donc c'est pour ça il faut y faire très attention aujourd'hui parce que dans nos années de création de site, on a vu quelques petits phénomènes comme ça se passer et c'est très désagréable de perdre son site ou de devoir le réparer ou de le refaire à zéro parce qu'il a été verrouillé. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là. Peut-être j'espère que je parle pas trop vite et que c'est assez clair pour tout le monde. Oui, c'est clair. Et j'avais Mmh. un truc, peut-être on ne l'a pas encore abordé, les mentions légales d'un site vitrine. Est-ce Mmh. que c'est quelque chose qu'on peut faire, comment dire, à la maison ou il faudrait plutôt faire appel à un expert? Oui, alors tout à fait. Alors pour les mentions légales, justement, il y a une petite partie après, mais je vais l'aborder maintenant parce qu'effectivement, alors Mhm. je vais retrouver la partie, hop, sur les mentions légales. Voilà. Donc, pour tout ce qui est, mentions légales et informations légales, en général, effectivement, quand vous avez un site, en tant que créateur et gestionnaire du site, vous devez respecter, le cadre juridique, de la création de contenu, de la mise en ligne de contenu. Donc effectivement, quand vous créez un site, et ça concerne les sites vitrines, sites e-commerce, quels qu'ils soient, vous êtes obligé d'avoir des mentions légales. Ces mentions légales, elles comprennent, effectivement des informations sur l'entreprise, enfin si c'est une entreprise qui le possède, mais en tout cas, du coup, les informations sur le propriétaire du site qui, crée, les contenus sur le site si c'est une autre personne, quelles sont les personnes qui travaillent sur le site, où est-ce que le site est hébergé et par exemple, s'il y a des cookies sur le site ou des formulaires de contact et cetera, comment ces données-là sont gérées, combien de temps elles sont conservées. Donc en gros, c'est mettre à plat tout ce qui se passe avec, enfin tout ce qui concerne le site et tout ce qu'on fait avec les informations laissées sur le site. En termes de mentions légales, vous pouvez, tout à fait vous inspirer des mentions légales existantes. Donc par exemple, aller sur le site de personnes qui font la même chose que vous, de concurrents ou autres et de lire leurs mentions légales et de voir justement les informations qui reviennent le plus souvent. Vous pouvez tout à fait les faire par vous-même. Surtout au début, l'idée, c'est surtout de respecter les informations que vous êtes obligé de mettre. Donc, si vous avez un doute, dans cette slide, il y a ici le lien pour aller voir la page du gouvernement qui dit quelles informations sont obligatoires sur un site internet, qu'il soit vitrine ou e-commerce. Donc, vous pouvez aller vous référer à ça. C'est vrai que lire les mentions légales de sites similaires aux nôtres, ça aide beaucoup. Et après, si vous avez un doute, notamment si, par exemple, vous avez beaucoup de trafic sur votre site, vous avez des cookies, vous avez des stratégies, enfin, vous avez mis en place des plugins, par exemple, pour suivre les visites, des gens. Si vous avez un doute, vous pouvez, créer vos mentions légales et juste les faire vérifier par un juriste, par exemple. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Si c'est quelqu'un qui les fait de zéro pour vous, ça va revenir, assez cher, ça représente une petite somme. Mais par contre, si vous les avez faites vous-même de manière très sérieuse, et carrée, en général, ils vont juste peut-être modifier deux trois trucs, mais ça vous coûtera beaucoup moins cher parce qu'il aura passé beaucoup moins d'heures, dessus. Donc, oui, c'est tout à fait possible de les faire par vous-même. Vous pouvez même, il y a des plateformes qui proposent gratuitement de ou pour une petite somme des modèles de mention légale. Le seul truc, c'est qu'en général, c'est des modèles, assez généraux, donc ça s'applique, enfin, il y a peut-être des mentions dedans qui ne s'appliquent pas à vous, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'aller regarder aussi par curiosité celles, des sites similaires aux vôtres, ouais. Et du coup, effectivement, l'autre pan de ça, c'est si vous avez un site e-commerce, vous êtes obligé d'avoir des CGV, donc des conditions générales de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui constitue, la base du contrat tacite entre vous et le client qui achète. Et donc, c'est dans ces CGV-là qu'il y a toutes les informations qui ont trait à la vente. Donc, les mentions légales, c'est ce qui concerne le site, les informations qui sont dessus, ce qui est fait des données qui sont laissées dessus par rapport à juste la visite du site. Les CGV, c'est tout ce qui concerne la vente. Et là, pour le coup, effectivement, c'est propre à ce que vous vendez sur votre site. Donc, il y a les informations de base, donc l'entreprise, qui vend, ce que c'est, les modalités de paiement proposées, et cetera. Mais il y a aussi des mentions, liées à la livraison, aux conditions de retour, conditions de remboursement, assurance, machin. Et là, c'est lié au produit que vous vendez dans le sens où si c'est un service,
Ce sera différent de si vous vendez des produits physiques, par exemple. Donc typiquement, si vous proposez des ateliers ou des événements, il va vous falloir des clauses d'annulation et cetera dedans pour vous protéger, d'annulations abusives. Hem, donc mettre les conditions de remboursement. Si vous vendez des produits informatiques, il y a tout ce qui concerne les périodes de garantie et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, à retenir, les CGV, c'est obligatoire, quand vous vendez à des particuliers et vivement conseillé quand vous vendez à des pros. Il y a des gens qui n'ont pas de CGV, par exemple, mais le jour où vous êtes en litige avec un client, du coup, vous êtes en «tort» entre guillemets parce qu'il y a rien qui vous protège et il y a rien qui régit la relation avec le client. Donc pareil pour les CGV, vous pouvez aussi vous inspirer de CGV, similaires aux vôtres. Donc par exemple, aller voir les CGV de concurrents. Vous pouvez acheter des modèles et potentiellement, les faire revoir par un juriste. Si vous avez une activité, un peu spécifique, donc par exemple, nous, c'est notre cas chez Vivelab, comme on est une solution, en ligne, on est en gros un logiciel que les gens utilisent pour développer leur activité. Nous, on avait fait une base de CGV et on l'a fait revoir et valider par une avocate, pour être sûr, de nous protéger et que tout soit écrit au carré. Pourquoi? Parce qu'imaginons, je sais pas, un jour, il y a un bug sur les serveurs, incroyable, gros problème, tout prend feu et cetera. Imaginons nos clients perdent un site ou ont une suspension de service pendant un temps, il faut qu'on se protège contre ça. Et c'est souvent le cas dans les activités justement type événementiel et autres. Donc, protégez-vous, mettez en place des CGV et faites appel à des juristes. Parfois, même, par exemple, peut-être via PIE ou d'autres structures, vous pouvez justement avoir du consulting avec des juristes pendant 1 heure ou 2, et présenter vos mentions légales ou demander conseil sur les points à ne pas oublier, par rapport à votre activité. Voilà. Donc effectivement, donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Oui, parfaitement, merci beaucoup. Du coup, si j'ai bien compris, les CGV, ce sera obligatoire aussi, pour, par exemple, la vente, enfin, des ateliers, la réservation des ateliers, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous prémunir, par exemple, parce que les CGV, en général, personne ne les lit, et par exemple, il y a beaucoup de problèmes, de litiges qui peuvent se régler à l'amiable sans s'appuyer sur les CGV parce que, Mmh. le droit s'arrête là où le commercial commence. C'est-à-dire que même si dans vos CGV, il y a marqué que vous ne remboursez pas, la totalité, du ticket s'il y a une annulation à moins de 48 heures. Si la personne vient vous dire, «J'annule parce que, voilà, il y a eu un décès dans ma famille, je suis dévastée», en général, peut-être que là, plus d'un point de vue commercial, vous allez rembourser la totalité de la somme, même si c'est contraire à vos CGV. Les CGV, elles sont là aussi pour vous protéger s'il y a justement des attitudes abusives de la part de vos clients et aussi pour éviter que vous perdiez de l'argent, vous perdiez des produits. Donc par exemple, typiquement, c'est dans les CGV que vous pouvez dire aussi que vous ne vous engagez pas, si jamais vous annulez l'événement, par exemple, vous ne remboursez pas, vous faites un avoir. Ça peut être ce genre de choses-là. Mmh. Donc oui, effectivement, les CGV, vous les faites aussi par rapport à votre activité, pour protéger votre activité. Voilà, Marche. c'est Et pour ça. désolée, j'ai juste une dernière question. Mmh mh. En même temps, je suis en train de noter tout ça, de l'envoyer à mes collègues. En fait, Mmh. nos collègues, on a une personne qui a une formation de juriste et elle est en train de me demander justement si les mentions légales des autres sites, les sites un peu, les concurrents qui sont un peu similaires à nous, les Mmh. mentions légales des autres sites, ils sont pas protégés par la propriété intellectuelle? Est-ce qu'on est Alors là-dessus, je sais pas, enfin comme je suis pas juriste, je préfère pas, m'avancer là-dessus, mais je pense pas, notamment parce que les mentions légales, finalement, se ressemblent toutes un peu les unes les autres et si surtout vous faites bien l'effort de les personnaliser et d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, hein, vous pouvez pas juste reprendre, enfin copier-coller des mentions légales. Si vous les personnalisez, que vous les retravaillez, pour qu'elles collent bien à votre activité, normalement, ce sera très différent. Après, à vérifier justement avec des avocats ou des juristes, est-ce qu'il y a des protections intellectuelles sur ce type de documents-là? Mais j'en doute, et notamment parce qu'en fait, elles se ressemblent toutes et que même les juristes, eux, parfois copient, enfin reprennent des bouts de mentions légales de qu'ils ont déjà vues parce qu'en fait, en termes de loi, en termes de juridique, on peut pas non plus Mmh. inventer l'eau chaude et du coup, il y a beaucoup de termes qui se recroisent. Donc là-dessus, je dirais que non,
Sauf peut-être si on veut vous embêter et dans ces cas-là, oui, mais c'est plus parce qu'on veut vous embêter. Mais j'ai jamais entendu parler de sites ou de gens qui se sont fait attaquer parce que leur mention légale, reprenait, celle de d'autres personnes. Mmh. Mmh. D'accord. Voilà. En Merci. fait, pardon, excusez-moi. Merci pour Mmh. toutes ces informations. Bon, j'ai résolu mon souci de micro, donc Mmh. voilà. Je rebondis par rapport justement à la question sur les conditions générales de vente ou des choses comme ça, mais Mmh. notamment les conditions générales de vente. Est-ce que des sites, je pense que des sites, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas encore vérifié, comme Shopify proposent leur propre CGV. Oui, c'est ça. Alors effectivement, quand vous passez par certaines plateformes, et c'est le cas, alors, Shopify, c'est le cas. Ils ont un générateur de CGV. Nous, par exemple, chez Vivelab, on a aussi un modèle, de CGV, mis à disposition de nos clients qui payent, et c'est un modèle qui est disponible gratuitement dedans. Et je pense que c'est le cas de pas mal de plateformes, parce qu'aujourd'hui, en général, s'il y a pas de modèle dans la plateforme, les gens vont pas les faire et du coup, l'idée, c'est que ce soit un package complet. Donc effectivement, selon les plateformes, parfois, il faut juste chercher dans la documentation de ces plateformes-là, mais il y a des modèles ou des générateurs carrément de mentions légales et CGV. Et après, ils sont plus ou moins aboutis. Justement, c'est pour ça, même, pour Shopify, même si leur générateur est bien fait, par exemple, il faut faire attention au fait que, il y a pas des clauses manquantes. Parce que c'est vrai que quand j'en avais parlé avec notre avocate, par exemple, c'est bien de les faire soi-même. Au début, en général, ça peut suffire. Mais il y a parfois des choses dont nous, en tant qu'avocats, on n'a pas notion, et qui peuvent s'appliquer spécifiquement aux produits ou services qu'on vend. Donc c'est pour ça, parfois, si vous avez un doute, ça vaut le coup de juste les faire relire par quelqu'un, Mmh. ou juste, par exemple, pendant un point de coaching ou autre avec un juriste, de lui poser des questions par rapport à notre activité. Moi, c'est comme ça que, par exemple, j'avais appris des choses sur, tout ce qui était, gestion des litiges et cetera dans nos CGV à nous. Mais effectivement, les modèles, de départ proposés par les plateformes, en général, sont suffisants, surtout au début de son activité. Ouais, Mmh. en tout cas, effectivement, avec tout ce qu'on a à faire par ailleurs, sur le c'est C'est utile ça, ouais. une base qui permette ensuite effectivement mais c'est un bon point que vous venez d'évoquer auquel j'aurais pas fait attention, mais c'est celui effectivement de les prendre et ensuite, d'avoir un coaching pour les faire valider et Mmh. même en général, oui, en termes de coûts, c'est aussi moins important que de les faire faire par un avocat, C'est ça. totalement. C'est Ouais. ça, parce que Ouais. sinon ça monte, très vite. Après ça peut être cohérent si votre projet, déjà vous rapporte beaucoup d'argent ou que vous avez, vous vendez à des gros clients par exemple ou des clients, pour lesquels vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. Là, vaut mieux. Mais sinon, en général, enfin je connais même des entrepreneurs, même si c'est pas conseillé, qui pendant longtemps n'ont pas eu de CGV et juste s'il y avait des problèmes d'annulation, remboursement, retour et cetera, bah, c'était plus, de l'échange commercial et en fait, personne ne lisait les CGV. Donc voilà, donc c'est tout à fait, tout est possible, mais c'est vrai que les CGV, c'est quand même mieux. Rien que le fait que vous en ayez, ça va rassurer les clients aussi. Absolument. Ouais, ça Mmh. pose on sait qu'il y a c'est preuve de sérieux aussi, c'est une image, C'est ça, exactement, ouais. Comme les mentions légales, il y a des gens qui font très attention à ça. Surtout aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sites qui ont été créés, notamment pour faire du dropshipping abusif. Et s'ils n'ont pas de mention légale ou si dans les mentions légales, il y a des informations erronées, les gens deviennent très méfiants. Donc il y a de plus en plus de gens qui regardent, donc c'est pour ça, il faut y faire attention. Mmh. OK, Mmh. merci. Super. Ouais. Hem, du coup, là, on enchaîne sur la partie, construire son site en 3 étapes clés. Donc, pour ceux qui ont déjà un site, ça va peut-être un peu moins, vous parler, mais ça peut être utile si jamais, vous êtes à la recherche de contenu ou, de choses un peu, cohérentes, à appliquer à votre site. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir déjà, stimuler un petit peu notre fibre, rédactrice, pour, écrire des contenus, clairs. Parce que ce qu'il faut retenir vraiment pour un site internet, c'est que c'est pas comme un blog, c'est pas comme un livre, c'est pas comme la presse, c'est des contenus qu'on va lire en diagonale en général. Si vous-même, vous faites attention à la manière dont vous lisez des sites internet, souvent on les lit très, très vite et on cherche une info. Donc, il y a beaucoup de choses parfois qui passent à la trappe parce que les gens, vraiment lisent en diagonale. On est tous pareils. Donc c'est pour ça que l'idée sur un site internet, c'est que les contenus soient très synthétiques, très clairs et courts. Donc vraiment, privilégier la qualité à la quantité.
Et c'est pour ça que quand vous faites votre site internet, il faut faire un effort de rédaction. Donc c'est pour vous dans ces 2 slides, il y a, 7, petites questions en tout, qui vous permettent de canaliser un petit peu votre rédaction. Donc, bien sûr, ces questions-là, vous pouvez y répondre à volonté. Il y a des chances que si vous y répondiez aujourd'hui, et dans 6 mois, les réponses soient plus du tout les mêmes. L'idée, c'est que ce soit des questions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour rédiger vos contenus et même réfléchir plus globalement à la manière dont vous vous présentez parce que c'est des contenus que vous allez pouvoir utiliser même sur vos réseaux sociaux, vos flyers et cetera. L'idée même, c'est que, ce soit un peu souvent les mêmes accroches et autres, parce que c'est ça qui va, montrer un message, cohérent. Donc, vous pouvez vous appuyer dessus et l'idée, c'est que ce soit synthétique et très précis, dans le sens où, sur un site internet, quand on va dessus, on veut tout de suite savoir ce que vous faites. Concrètement, est-ce que vous êtes charpentier? Est-ce que vous êtes un magasin de thé? Est-ce que vous êtes coach? Est-ce que vous êtes sage-femme? Est-ce que vous êtes développeur? Est-ce que, vous êtes, sommelier? Ça peut être énormément de choses, mais l'idée, c'est que dès le début du site, on comprenne tout de suite ce que vous faites. Donc souvent, le nom est un peu évocateur. S'il ne l'est pas, il faut que très vite, même via la page d'accueil, on ait cette info-là. Donc c'est pour ça que souvent sur les sites, il y a nom, signature, un petit pitch, un petit paragraphe, qui dit, clairement ce qu'on fait, la promesse, des points clés valeurs, donc c'est souvent les piliers de la marque. Donc là, pareil, il faut être très clair, pas juste se contenter de dire livraison rapide, par exemple, ou dire, tout bonnement, ouvert à tous, pas cher ou ce genre de choses-là. Il faut préciser, certaines infos. Parfois dire son positionnement, notamment si vous vous adressez à une niche. Donc, par exemple, dans des domaines concurrentiels, parfois c'est ce qui va faire la différence. Si vous vous adressez à une certaine cible, donc par exemple les enfants. Hem, Là aussi, enfin, ça c'est plus pour vous, c'est pas à mettre sur le site, mais préciser un peu avec quel ton vous vous exprimez sur votre site et sur vos différents contenus. Pourquoi? Parce que si c'est vous qui écrivez vos contenus, notamment, par à cause des aléas de la vie d'entrepreneur, il est possible qu'il y ait des moments où vous ayez un ton hyper joyeux et à d'autres moments, un ton beaucoup plus neutre, et ça fait des sautes d'humeur, en fait, quand on lit les contenus, et ça peut faire un peu bizarre. Donc surtout, quand vous rédigez vos contenus, faites attention à respecter le ton de votre entreprise, le ton de votre marque, que ce soit sur le site et vos réseaux sociaux et le reste de vos supports de communication. Donc notez-le, parce que parfois on a tendance à l'oublier et on se dit: «Ah, je vais pas le noter, ça c'est une chose dont je me rappellerai». Que nenni, même nous on est passé par là, mais ça fait du bien de le noter, et de se le rappeler, et de le relire avant de rédiger des contenus pour être sûr que va y a pas y avoir des ruptures de ton, à travers nos contenus. Et enfin, le fait de réfléchir à l'histoire de votre marque, de votre projet, ou à votre histoire à vous, que si c'est vous vraiment qui représentez votre projet, parce que c'est une chose que les gens vont beaucoup rechercher, sur les sites, c'est important. Quand on cherche à se renseigner sur une structure, sur un projet, on veut toujours connaître son histoire et savoir d'où elle vient. Déjà parce que ça permet d'apporter une forme de légitimité. Ensuite parce que c'est rassurant. On se dit: «Ah c'est des gens qui existent, c'est une chose», par exemple, même le fait de préciser que vous existez même depuis 2, 3 ans, 15 ans, 20 ans, c'est le genre de choses que vous mettez dans l'histoire et c'est rassurant. Et ça permet aussi aux gens de créer du lien avec vous parce qu'ils peuvent s'identifier, notamment si par exemple vous parlez de vous, mais pas que, mais c'est des choses qui peuvent leur permettre de dire: «Ah oui, c'est comme moi» ou «C'est comme mon projet» ou c'est, «Je connais ça» et cetera. Donc c'est une chose qui est recherchée, et ça vous servira notamment si, on vous sollicite par exemple je sais pas, par pour la presse, qu'on vous sollicite en fait pour parler de votre entreprise, c'est souvent des choses qui sont demandées. Donc le fait que ce soit déjà écrit et bien écrit, vous aurez juste à le repartager et ça vous sera très utile. Donc c'est pour ça que c'est recommandé. Hem Et du coup, point essentiel vraiment quand vous rédigez vos contenus, comme je disais, rédigez, laissez mûrir, donc posez vos textes et revenez dessus pour pouvoir, les améliorer. Allez à l'essentiel, donc comme je dis, choisissez les bons mots et soyez synthétique et surtout, c'est comme, quand on parlait du fait de faire revoir son site par d'autres personnes, faites-vous relire. C'est essentiel que, les réponses que vous ayez écrites, si vous les soumettez à quelqu'un qui ne vous connaît pas ou qui ne connaît pas votre projet, il est essentiel qu'il arrive à synthétiser ou à dire ce que vous faites en ayant juste lu les textes. S'il n'y arrive pas ou s'il se trompe, ça veut dire qu'il manque des infos, ça veut dire que c'est pas assez clair, ça veut dire que c'est pas assez bien expliqué et que du coup, il faut remanier les textes.
On fait tous cet exercice-là. C'est un exercice qui peut parfois être assez douloureux parce qu'on se dit: «Mais ils sont bêtes ou quoi? Ils comprennent pas ce que je fais», mais pourtant c'est clair. Mais parce qu'en fait, ces gens-là ne sont pas dans nos têtes, ils sont pas, dans nos vies et du coup, c'est normal qu'ils ne comprennent pas si on n'utilise pas forcément les bons mots ou les mots qui leur parlent à eux. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de se faire relire, pour être sûr que nos arguments vont taper, dans le mille et pas complètement à côté de la plaque. Donc c'est pour ça, je vous encourage vivement, globalement, dès que vous faites des supports de communication, des sites et cetera, de vous faire relire et de faire, de soumettre ça, à l'avis, d'un groupe, parce que, ça va vous permettre d'éviter certains écueils. Ensuite, bah, logo et charte graphique, donc ici vous en avez probablement déjà. Si jamais vous n'en avez pas, je passe rapidement dessus, mais c'est essentiel. Donc du coup, je vous mets ici un petit guide pour vous créer votre mini charte graphique à vous. Si vous n'avez pas le budget ou pas le temps ou pas envie de faire appel à un graphiste, donc les graphistes, c'est les personnes qui se chargent de créer les identités de marque, notamment logo et charte graphique. Mais en gros, c'est essentiel de mettre en place un cadre de votre identité de marque, et déjà pour garantir sa cohérence, et aussi pour, éviter, parfois les feux d'artifice créatifs qu'on peut avoir et qui visent souvent, dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui du coup, hem, déroutent un peu les gens. Et justement, bah, enfin, ça fait comme, les ruptures de ton, ça fait un peu bizarre s'il y a des pages où c'est vert, des pages où c'est rouge, des choses où c'est rose pastel. Donc le fait d'avoir une charte graphique, ça permet de cadrer, l'image de marque et l'usage des couleurs et des polices, en gros, une carte d'identité, graphique de votre marque. Et donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez la faire par vous-même. Donc vous avez, ici j'ai mis des outils si, notamment vous avez déjà des idées de couleurs. Et sinon, là, je vais vous montrer un petit compte Instagram, qui peut être pas mal, notamment pour trouver des palettes de couleurs. Ensuite, pareil, police d'écriture déterminée, 2 voire 3 polices d'écriture maximum. Là, l'intérêt, c'est que, vous les utilisez notamment sur votre site et sur un site, il faut éviter de mettre trop de polices d'écriture parce que ça le surcharge et du coup, ça peut ralentir son chargement. Donc ça, c'est essentiel et surtout attention, autant les couleurs, c'est, libre de droit parce qu'on ne peut pas vraiment protéger des couleurs. Par contre, des polices d'écriture, c'est soumis à droit d'auteur parce que c'est des personnes qui les ont créées. Donc quand vous définissez vos polices d'écriture, faites attention à utiliser des polices qui sont libres de droit. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser dans un but commercial, parce que sinon vous vous exposez à des problèmes. Donc par exemple, les polices d'écriture sur Microsoft Office, comme Helvetica et autres, vous pouvez les utiliser à titre personnel, mais vous ne pouvez pas les utiliser pour votre entreprise dans un but commercial. Sinon, vous allez vous prendre, des amendes. Donc là, je vous ai mis Google Fonts, qui est la librairie de police libre de droit de Google et qui en a plus de 1400, et qui en crée régulièrement et que vous pouvez utiliser autant, sur internet que sur vos supports imprimés, par exemple. Et vous en avez pour tous les goûts. L'idée, c'est un peu comme pour les couleurs, c'est d'avoir une police d'écriture principale pour les gros titres, qui se lit en gros et une ou plusieurs polices d'écriture, qui se lit, en paragraphe, donc quand c'est écrit petit, et sur des longs textes, par exemple, pour être sûr que la lecture soit facile. Et ensuite, des styles de photos et de pictogrammes à utiliser. Là, pareil, l'idée, c'est si vous n'avez pas encore de photos pour votre activité, d'en avoir parce que notamment sur internet et sur les sites internet, sites internet, réseaux sociaux et cetera, on est très visuel et donc du coup, on peut difficilement se passer, de photos et d'illustrations. Donc si vous n'en avez pas encore, pareil, il faut aller sur des banques, d'images libres de droit, sauf si vous avez un budget pour acheter des photos. Mais sinon, sur des banques d'images libres de droit parce que là, pareil, Google, Pinterest et consorts ne sont pas des bibliothèques de photos. Vous ne pouvez pas vous servir comme ça. Pour éviter des soucis, vous pouvez là, j'en ai mis 2. Il y a Unsplash et Pexel. Unsplash, c'est l'une des plus jolies, il y a beaucoup de choix, et Pexel, l'avantage, c'est qu'ils ont aussi des vidéos libres de droit si vous cherchez des vidéos pour agrémenter les vôtres, par exemple.
Voilà. Donc, faites très attention à ça. Justement, on parlait par rapport, aux mentions légales etc. Faites très attention à ce que vous utilisez, en termes, commercial parce que, sur le coup, vous dites: «Ah, ça ne se verra pas», mais c'est déjà arrivé. Je connais des entrepreneurs qui, 1 an plus tard, par exemple, ont reçu un mail d'un photographe qui leur a dit: «Mais tu as utilisé ma photo sur ce vieux post Instagram qui a eu 10 likes, mais tu l'as quand même utilisé dans un but commercial pour ton entreprise, donc tu me dois 200 €». Donc c'est pour ça, faites très attention à utiliser que des choses libres de droit. Faites très attention à ça et surtout, si vous travaillez avec quelqu'un qui fait, la communication pour vous, faites bien attention au fait que cette personne-là va aussi faire attention au fait d'utiliser des choses libres de droit. Voilà, donc c'est un point, très important et enfin, si vous n'avez pas encore de logo, vous pouvez bien sûr utiliser Canva ou, le petit lien Formito, donc un outil gratuit pour, générer un logo très rapidement. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Canva, c'est un outil qui peut vraiment être très pratique, pour vous, parce que c'est un outil moi j'appelle ça un outil de graphisme assisté dans le sens où c'est en ligne. Vous avez une immense bibliothèque, d'icônes, d'illustrations, de polices, de couleurs, vous avez tout et vous pouvez, enfin vous avez plein de modèles, donc bah, d'ailleurs on peut y aller, très rapidement. Alors c'est pas le bon, hop, hop, donc Canva, je vous le montre très rapidement parce que quand on fait son site internet, parfois on est à la recherche de modèles, même parfois pour faire des visuels. Vous avez plein de choses, sur Canva. Vous avez, comme vous voyez, de quoi faire des posts sur les réseaux sociaux, des modèles de faire-part, de CV, de flyers, de logos, de plein de choses. Donc Canva, c'est la solution de ce type-là la plus connue. Il y en a d'autres. L'avantage de Canva, c'est que, vraiment pour le coup, comme c'est les plus anciens, dans ce domaine-là, ils ont énormément de modèles et une énorme librairie. Et en termes de vous avez un abonnement gratuit et si vous payez, c'est, 100 € l'année. Donc si vous êtes amené à faire énormément de contenu visuel, ça peut être un outil qui peut vous aider. Voilà. Donc justement pour vous montrer ce que ça peut donner une fois que vous avez fait votre mini charte, vous pouvez l'établir comme ça. Et c'est un travail qui vous sera tout de même utile, même si vous voulez faire appel à un graphiste, parce que de même, ça lui permettra d'avoir une base de ce que vous voulez. Et donc pour vous montrer même le fait que d'avoir une identité de marque, même simple, ça permet d'apporter de la cohérence à un site, par exemple. Donc ça, c'est le site, d'une cliente à nous, et comme vous le voyez, du coup, donc ça, c'est ses pages et c'est très cohérent, donc même si on va le voir, ici, ça permet d'apporter une cohérence, en fait, au site et qu'il y ait pas de rupture de ton, même en termes de couleurs, vous voyez? Et ça crée un univers, global et justement pour en revenir aux photos, le fait d'avoir des photos, même comme ça, c'est des photos libres de droit, ça permet d'illustrer, le contenu, donc on sait très bien enfin où veut en venir le site, quand on voit cette photo-là. Hop. Donc de même, quand vous faites, la partie graphique de votre projet, surtout faites attention au fait de rester simple, et d'utiliser des choses libres de droit, et surtout de faire en sorte que ce soit des éléments qui soient partagés au sein de votre équipe, pour éviter qu'il y ait des contenus différents aussi. Il ne faut pas que chacun le fasse à sa sauce. Une fois que vous avez une charte graphique, toute l'équipe doit l'utiliser pour tous ses contenus, et vraiment tous les contenus. Ensuite, du coup, pour créer un site clair et efficace, alors là-dessus, il y a pas de secret, notamment quand c'est le premier qu'on crée. Déjà, n'hésitez pas à aller voir les sites de vos concurrents, des sites que vous aimez bien, pour vous inspirer. L'idée, bien sûr, c'est de pas copier le contenu parce que là, pour le coup, si vous copiez tel quel les contenus d'un site, déjà, vous pouvez vous faire attaquer potentiellement, surtout si vous avez repris tous les contenus du site. C'est rare que ça arrive, mais attention. Mais surtout, si vous copiez trop de contenu, c'est un peu comme quand on fait un mémoire de fin d'études et qu'on passe à la moulinette, du détecteur de plagiat. Les moteurs de recherche n'aiment pas du tout quand ils détectent que plusieurs sites ont exactement les mêmes textes. Donc, faites attention à ça parce que ça peut jouer sur votre référencement. Ensuite, si vous avez un peu peur de vous lancer direct sur un éditeur de site, n'hésitez pas à dessiner, à vous projeter en termes de construction même sur une feuille papier. Donc déjà, à faire une liste des pages que vous aimeriez avoir. Donc c'est en général, il y a la page accueil, la page, contact, c'est les 2 pages, importantes, qu'on a. Il y a souvent une page, qui présente, les services ou produits. Donc si par exemple vous êtes dans le service, c'est une page qui présente tout votre fonctionnement, vos processus, à qui vous vous adressez, où vous êtes situé si, vous travaillez dans certaines régions.
Et même si vous avez un site e-commerce, ça peut être important d'avoir une page qui explique comment fonctionnent, vos services ou vos produits, pour que même si, par exemple, vous n'avez plus de produits ou services en vente, pendant une période, on puisse retrouver quand même des informations qui sont liées à ça. Donc, accueil, service produit, contact, qui sommes-nous? Donc, typiquement une page même courte qui présente votre histoire et votre équipe, par exemple. Et ça peut être une page aussi, sur nos valeurs, nos engagements ou ce genre de choses-là. Donc souvent sur un site vitrine, il y a au moins 4-5 pages de contenu, même enfin, qui sont relativement courtes, mais qui permettent en fait, de trouver toutes les infos qu'on recherche, et qui sont importantes. Et ensuite l'idée, c'est parfois si vous avez des idées assez précises, c'est de soit faire des captures d'écran des sites que vous aimez bien, soit de dessiner sur une feuille potentiellement les parties que vous voudriez voir dans votre site, pour avoir une idée des contenus que vous allez devoir rédiger. Et ça, par exemple, vous pouvez même, par exemple, le faire sur un PowerPoint, par exemple. Et surtout, de bien noter la liste des objectifs comme on l'a vu au début de la formation pour ne pas oublier de mettre les boutons d'action, nécessaires. Donc là, c'est des exemples de boutons d'action, par exemple. Et justement, comme je disais, petit rappel, lire un site internet, c'est pas comme lire un blog ou autre. Donc faites très attention au fait que les contenus soient courts et structurés. Donc, c'est un peu comme, pareil, l'exemple du mémoire, de fin d'études. Vous n'allez pas juste faire un très long paragraphe de 30 pages. Sur votre site, vous allez avoir régulièrement titre, paragraphe ou titre, photo, paragraphe et ainsi de suite. Il faut structurer le contenu, mettre des respirations, parce que ça, c'est typiquement aussi le genre de choses que les moteurs de recherche voient. Ils voient s'il y a une structure dans le contenu et s'il y a une structure dans le contenu, ça veut souvent dire que le contenu est bien organisé, qu'il a été réfléchi et que donc il est utile et que donc ça vaut le coup de l'indexer. Voilà, donc en gros, une des logiques, qu'ils ont. Donc c'est pour ça quand vous faites un site, même pour vous, même pour vos visiteurs, faites bien attention au fait de mettre en exergue les informations importantes. Et donc c'est par exemple, c'est tout bêtement ce qu'on voit sur le site de Mathilde, par exemple, où en gros, il y a l'hypnose, les séances, les indications. Vous voyez, c'est très structuré, c'est assez court et l'idée, c'est que, quand on voit la photo plus les séances, on sait que c'est là qu'on va découvrir comment se passent les séances. Les indications plus la photo de l'escalier, on se doute que c'est là qu'on va trouver, comment aller la voir en cabinet, par exemple, pourquoi consulter, prendre rendez-vous et ainsi de suite. Voilà, donc c'est très important de structurer le contenu, pour que les gens, justement, comme on le disait au début de la formation, puissent facilement naviguer. Oups! Donc là, j'ai mis un exemple d'organisation. Ça marche pas pour tous les sites, mais ça peut vous permettre justement donc c'est accueil, enfin une bannière d'accueil, la promesse, les moyens que vous mettez en place, donc typiquement, est-ce que, vous avez une plateforme en ligne? Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que vous recevez en cabinet? Est-ce que, vous vendez des produits pour toutes les tailles? Enfin voilà, ce genre de choses-là. Des témoignages ou avis de gens, vos offres et les contacts. Donc ça, c'est par exemple si vous avez qu'une seule page, ça peut s'appliquer aussi si vous avez plusieurs pages et en fait, à chaque partie, vous pouvez renvoyer vers une page de votre site, par exemple. Voilà, donc le point sur les mentions légales, on l'a déjà fait, mais surtout ça, ne les oubliez pas. Donc je les ai pas comptées dans les pages du site parce que souvent, c'est des pages, dans tous les cas, il faut qu'elles y soient, même si vous avez une seule page. Mais voilà, faites-y, très attention. Et une fois que vous avez ces éléments, même s'ils ne sont pas complets, lancez-vous. Alors surtout, c'est, un point, très important. Le site, on rechigne souvent à le faire, on a peur et cetera. On a l'impression de ne pas avoir tout ce qu'il faut. Mais justement, lancez-vous, commencez à créer un site, sur une plateforme, notamment par exemple des plateformes, qui vous proposent un abonnement gratuit. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de tester les éléments que vous avez déjà et d'assez vite vous rendre compte de ce qui vous manque. Donc ça peut être tout bête, mais parfois vous dites: «Ah mince, c'est vrai que j'ai pas de photo pour ça. Ça, c'est vrai que j'ai pas, j'ai un pack, de prestations, mais je ne sais pas exactement, ce que j'ai dedans. Enfin, il faudrait que j'arrive à l'expliquer clairement, point par point. Donc ça va vous permettre de mettre à l'épreuve, de la création de site, les contenus que vous avez déjà. Donc même si, vous rechignez un petit peu, n'hésitez pas à vous lancer aussi directement sur un éditeur pour voir comment ça se passe, voir, les contenus qui vous manquent et commencer à créer. Et du coup, là, je vous ai mis des petites captures d'écran de comment vous pouvez placer les textes que vous avez, les images que vous avez. Voilà. Hem Et surtout, après, une fois que vous avez créé votre site, même un site très simple, un site, ça ne se crée pas et puis on le met, sur une étagère et on l'oublie. Déjà parce que justement, rien que pour qu'il soit bien référencé,
Une fois que le site est fait, il faut mettre en place tout ce qui est SEO. Donc, typiquement, faire bien attention au fait que toutes les balises SEO aient été remplies, que vous avez potentiellement, mis en place, Google Search Console. Donc il y a un outil, sur lequel on va partager, par exemple, ce qu'on appelle la sitemap d'un site, qui est en fait la carte d'un site qui comprend toutes les pages qui sont disponibles dessus. Donc ça, c'est un sujet, très, SEO, mais typiquement, une fois que vous avez fait votre site, vous ne pouvez pas le laisser faire sa vie. En général, il faut lui apprendre à voler. Et donc du coup, c'est là que vous commencez à mettre en place des choses. Donc typiquement, bon, il y a toutes les actions SEO, le fait aussi de, faire en sorte que les gens aillent voir votre site, donc le fait de bien le référencer dans vos réseaux sociaux, sur vos cartes de visite, que dès qu'on vous interviewe, qu'on fait un article sur vous ou autre, le fait que de faire attention au fait qu'il y ait le lien de votre site dedans. Et que, ce soit, référencé partout. Ça se met à jour, un site, même vitrine, il faut faire en sorte de le mettre à jour au moins une fois par an. Parce qu'en général, bah, c'est possible que vous ayez de nouvelles photos, de nouveaux contenus, de nouvelles offres et vraiment votre site, il ne faut pas qu'il soit, obsolète, en termes d'informations. Il faut que vraiment on retrouve les dernières informations à date sur l'entreprise. Si c'est pas le cas, ça va vous pénaliser parce que, vous risquez, bah, par exemple, un client va se dire: «Ah tiens, il m'avait parlé de cette offre-là, mais je la vois pas sur le site, donc elle ne doit pas exister». Ou alors, vous avez oublié de préciser que maintenant, vous avez aussi, ce type de produit-là ou que vous êtes ouvert de telle heure à telle heure et cetera. Donc faites très attention, en fait, que les informations sont à jour, et même globalement, parfois de revoir un peu les contenus et surtout vérifier régulièrement le tableau de bord de votre site, donc le l'éditeur, enfin le back office en gros, donc l'écran depuis lequel vous gérez votre site, parce que c'est par ce biais-là que parfois vous aurez des alertes ou que vous allez récupérer, les informations de gens qui ont laissé leur email ou autre. Donc c'est pour ça, c'est très important de faire attention à ça. Et surtout du coup, comme je le disais, rappel, ne doublez pas les informations quand vous faites votre site. C'est pas grave si votre site est court. L'idée c'est de surtout que enfin il y a une place pour chaque info. Donc si jamais vous avez l'impression que votre site sera plus court que prévu, c'est pas grave tant qu'il est utile et qu'il y a tous les boutons nécessaires. Faites attention au fait qu'il soit fluide et rapide, donc on en revient au début de la présentation. Il faut qu'il se charge bien, qu'il soit lisible sur tous les supports et qu'on y accède depuis tous vos réseaux sociaux et toutes les plateformes sur lesquelles on vous trouve. Et gardez bien en mémoire vos objectifs parce qu'il y a rien de plus frustrant que de lancer son site et de réaliser 2 semaines plus tard qu'on a oublié de mettre, le champ d'inscription à la newsletter et que du coup, ça fait 2 semaines que personne n'a pu s'y inscrire. Voilà, donc faites très attention à ça. Et du coup, alors, hop, surtout, donc pour ceux qui ont déjà, créé un site, n'hésitez pas à vous inspirer justement des sites, que vous aimez bien. Donc, notez leur organisation, comme je l'ai déjà dit, mais j'insiste vraiment dessus parce que, c'est une chose que vous verrez peut-être pas, mais par exemple, je prends beaucoup comme exemple le site de Mathilde parce qu'il est bien fait. Mais globalement, vous pouvez vous inspirer même de sites, d'associations. Par exemple, si comme vous êtes il y a pas mal d'assos ici. Hem, Vous pouvez aussi aller regarder même, des sites, que vous aimez bien, même par exemple e-commerce ou, des sites, de concurrents, mais surtout faites très attention à la manière dont ils sont organisés et surtout si c'est des concurrents, par exemple, qui fonctionnent bien, c'est peut-être que la manière qu'ils ont de se mettre en avant et de vendre, heu, correspond bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir et surtout vous allez remarquer les sites qui fonctionnent bien, souvent dès le début, on a des infos, directes sur ce qu'on recherche. Donc par exemple, là, sur la page accueil, par exemple, pour tout ce qui est infos et tarifs, justement, je vous parlais d'une page où vous mettez vos infos, vos tarifs et cetera. Tout de suite, il y a des boutons, par exemple, Heu, pour voir l'itinéraire ou pour prendre rendez-vous, il y a des informations sur les prix des honoraires. Donc c'est pas obligatoire de mettre des prix sur les sites, mais si vous avez des prix fixes, ça vaut le coup de les mettre parfois. Les fameuses informations de contact, voilà, donc faites attention au fait qu'on puisse facilement vous contacter. J'insiste aussi si, vous avez enfin, si, vous souhaitez avoir des appels entrants, donc que les gens vous appellent, n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone, ou de mettre des plannings de rendez-vous, téléphoniques. Mais surtout, allez vous inspirer de ces organisations-là. Voilà. Donc, justement, là, on arrive à la fin de la formation. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu déjà là? Moi, j'ai des questions, oui. D'accord, allez-y. En fait, je voulais savoir, par exemple, tout ce qui est SEO et tout ça par rapport aux plateformes. Bon, déjà, la première question, en fait, actuellement, on est sur, Squarespace, comme je voulais partager, Mmh. mais en même temps, je me demande dans quelle mesure Shopify n'est pas plus intéressant sur la partie e-commerce pour le coup.
parce que notre objectif, mon objectif en fait, c'est de mettre en place des abonnements au magazine directement via le site et qu'on Mhm. puisse avoir une fluidité et une simplicité au niveau de la logistique, au niveau de la vente et à l'international parce que le magazine en fait est distribué, à l'international. Donc on a des clients un peu partout, enfin des lecteurs potentiels un peu partout et voilà et donc la question que je me posais aujourd'hui, si Squarespace effectivement est très bon côté template et propose quelque chose, dans l'ordre de la création qui est beaucoup plus intéressant avec plein de possibilités, est-ce Mhm. que c'est pas un peu plus limité sur la partie, e-commerce par rapport à Shopify? Alors pour la partie e-commerce sur Squarespace, je j'ai jamais, créé de boutique, sur Squarespace. Donc je sais pas exactement, je sais qu'ils sont bien, enfin, qu'il y a pas mal de sites e-commerce dessus. Mais c'est vrai que, si vous êtes à la recherche de fonctionnalités assez précises, de plugins assez précis, Shopify est très bien. Notamment si vous avez besoin, de modules d'abonnement et de gestion des envois, même des plugins pour gérer les livraisons, par exemple, pour les suivre, pour faire en sorte que quand les gens, sont abonnés, ils reçoivent automatiquement tous les mois une alerte qui leur dit, «Vous allez recevoir votre magazine bientôt» et cetera. Je sais que Shopify est pas mal. Après, c'est des choses que beaucoup de plateformes, e-commerce commencent à proposer aussi. Après sur l'avantage sur Shopify, c'est que vous avez 14 jours d'essai. Donc, rien ne vous empêche de commencer à tester et de regarder les plugins peut-être qui se prêteraient à votre activité. Le seul truc à savoir, c'est qu'effectivement Shopify, même s'ils indiquent un prix à 29 par exemple sur l'offre la moins chère, ils ont enfin la plupart de leurs plugins sont payants en plus. Donc, souvent l'addition mensuelle s'élève plutôt à, 50 ou plus. Mmh. Parce que en fait, bah, rien que le fait d'avoir des factures qui se génèrent automatiquement, c'est un service payant en plus sur Shopify. Ouais. Et en plus de ça, ils ont les commissions, plus les frais de transaction. Donc, c'est des choses à prendre en compte, oui, quand vous allez, réfléchir peut-être à d'autres plateformes. Ça vaut le coup de peser le pour et le contre en termes de prix et en termes de fonctionnalités. Shopify est bien dans le sens où quand vous y êtes, en Mmh. soi, vous avez tellement de choix de plugins que même si, par exemple, vous voulez en plus des abonnements proposer des ateliers et autres, vous Mmh. avez tout ça. Mais l'inconvénient, c'est que ça coûte de l'argent et Ouais. donc au début, ça peut faire un peu mal, de payer Shopify. D'accord. Alors après, Mmh. bon, l'avantage aussi, je ne sais pas si Squarespace le permet, c'est que Shopify, par exemple, quand on achète, enfin, sur Shopify, un abonnement, hop, Shopify envoie directement, à la on va dire à l'endroit où se trouve le stock, sans que nous, ça nous nécessite en fait une logistique, supplémentaire. Donc du coup, il y a des actions en fait qui ne nécessitent pas d'avoir quelqu'un à gérer, enfin, c'est automatisé, donc ça permet d'envoyer directement la commande au lieu où se trouve le stock, en question et ensuite il y a un suivi qui se fait via cette plateforme, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas encore vérifié. Donc voilà, c'était un peu ça la question par Ouais, rapport c'est à ça. Squarespace. Bah Mmh. oui, sur Shopify, en fait, ils ont tous ces plugins de suivi. Ils ont alors il y a par exemple, il y a Boxtal, mais il y a aussi, SendCloud et vous avez du Shippingbo aussi, enfin vous avez tout ça. Mmh. Et l'avantage, effectivement, si vous voulez vous interfacer avec des fournisseurs, des entrepôts et autres, Mmh. hem, sur Shopify, vous avez tout ça. Alors sur Squarespace, peut-être aussi, hein, mais je sais que Shopify, ils ont tout. Quel que soit, l'outil que vous voulez utiliser, ils l'ont. Donc c'est l'avantage, Oui, c'est ça. effectivement. Ouais. Ouais, c'est pour ça, si vous avez ces objets après, Shopify, vous pouvez aller voir, leur bibliothèque de plugins, voir comment ça se passe, potentiellement, si vous avez déjà un fournisseur, allez voir avec quel plugin il s'est interfacé, enfin, avec quelle solution il utilise et si elle est bien sur Shopify. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Après, c'est possible qu'il y ait aussi Squarespace parce que c'est quand même une grosse solution et Squarespace a quand même pas mal de choix aussi. Donc, ça vaut le coup de regarder. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut pour aller rapidement et pas faire tout le la présentation des 2 sites en fond et en quoi de fond, enfin dans le détail. À la limite, la chose que je dois vérifier, c'est faire un comparatif entre les plugins que chacun propose. C'est ça, exactement et voir les prix, voir, si ça vous convient, si ça convient aussi à l'entrepôt ou la ou autre que vous utilisez
et voilà. Donc, c'est faire un comparatif de tout ça. Super. Alors, j'ai une deuxième question. Pour le coup, c'est par rapport aux personnes habilitées à travailler parce que le but, pour l'instant, c'est juste d'avoir un site en fait intermédiaire où on pourrait montrer un peu le contenu de ce qu'on fait dans le magazine papier et du coup attiser la curiosité pour pouvoir ensuite acheter le papier ou alors une version digitale. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai mes graphistes en fait avec lesquels on a fait déjà la charte graphique pour le papier, etc., avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et donc, en fait, je me demandais s'il faut quand même un développeur ou quelqu'un qui est un peu plus spécialisé sur les plateformes Squarespace et Shopify pour pouvoir les accompagner, ou si eux-mêmes pouvaient tout à fait faire aussi bien la maquette que la partie technique et back-office. Donc, les graphistes, c'est ça? Oui. Alors, ça dépend. Je sais qu'il y a des personnes qui sont à la fois graphistes, web designers, webmasters et développeurs, enfin, qui font tout ça en même temps. Mais je sais que, par exemple, nous, la plupart des agences de graphisme ou les graphistes qu'on connaît, ils sont pas forcément très techniques. Donc souvent, ils font appel à d'autres personnes, notamment des webmasters, donc les personnes qui savent, en gros, configurer les sites, voire des développeurs pour la partie où il faudrait vraiment faire du code. D'accord. Donc ça dépend, en fait, ça dépend, totalement de par qui vous passez. Excusez-moi, les développeurs, ça veut dire que c'est pas forcément pour Squarespace ou parce qu'il y a pas de code à faire, c'est quand on veut créer vraiment un site, par exemple sur WordPress ou un truc, sur mesure. On est d'accord, par rapport aux définitions? En général, oui. Après, les développeurs, en général, ils sont aussi webmasters. Enfin, ils peuvent faire ça aussi, mais sinon, effectivement, c'est des webmasters, web designers. Mais les graphistes n'ont pas toujours d'appétence de création de site, notamment pour tout ce qui est paiement en ligne, d'expérience. C'est des personnes qui ont déjà créé des sites e-commerce qui sont plus à l'aise dessus. Voilà. D'accord. OK, merci beaucoup. C'était les questions, enfin dans les définitions des je me perdais un peu. Très bien. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou c'est bon? Bon, Pour moi, tout est clair. OK, super. Très bien. Du coup, en fait, effectivement, on en est déjà à la fin de la formation, donc très, très rapidement. Donc même si, certains d'entre vous ont déjà des sites, si jamais ça vous intéresse, donc comme je vous l'ai dit, nous, on a un outil de création de site internet, simple, tout en français, géré par nous, qui s'adresse aux petites structures, qui permet de créer autant des sites vitrines que des sites e-commerce. Donc si jamais ça vous intéresse, vous allez trouver dans la présentation le récap un peu de notre fonctionnement et de nos offres et surtout dans le cadre de notre partenariat avec PIE. On propose des réductions. Donc, si vous souhaitez faire le site par vous-même sur notre plateforme, il suffira de vous connecter, de tester sur notre abonnement gratuit et si ça vous plaît, d'utiliser le code promo que je vais vous envoyer par mail pour bénéficier d'une réduction de 20% sur votre première année d'abonnement. Donc, ça, c'est si vous souhaitez créer un site très vite, bénéficier de notre support et sachant que nous, on prend en main tout ce qui est maintenance technique, sécurité, mise aux normes en termes de SEO, sécurité, UX, etc. Donc, vous avez ça. Et si jamais vous cherchez des gens pour créer le site sur la plateforme ViveLab parce que vous n'avez pas le temps ou pas envie, on propose aussi des packs de prestations. Donc, dans ces cas-là, il suffit de dire que vous venez de PIE et de nous envoyer un mail ou prendre rendez-vous sur mon calendrier pour solliciter un devis, enfin pour demander un devis ou savoir si les packs de prestations seraient adaptés à votre activité. Voilà. Et donc, du coup, ce serait un plaisir potentiellement d'en retrouver certains d'entre vous sur notre plateforme. Dans tous les cas, que ce soit via les abonnements, si vous faites le site par vous-même ou si vous sollicitez des prestations, n'hésitez pas à dire que vous venez de PIE. Comme ça, on appliquera les prix préférentiels sur l'offre que vous auriez choisie. Voilà, donc vous allez tout recevoir par mail, la présentation plus mes points de contact. Si jamais, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Et potentiellement, il y a aussi le lien de mon calendrier si jamais vous avez besoin de prendre un rendez-vous téléphonique, si vous souhaitez discuter de ViveLab et de nos expertises. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui en atelier. Je vais vous reprendre. Hop, voilà. Donc, effectivement, comme je le disais, donc j'ai
j'ai pas énormément abordé tout ce qui est e-commerce dans cette formation, même si on en a parlé. Donc n'hésitez pas, si jamais c'est un sujet qui vraiment vous intéresse, tout ce qui est création de boutique en ligne, ou même globalement tout ce qui est paiement en ligne et le fait de vendre en ligne en général, même via Eventbrite ou des marketplaces. Voilà, donc c'était un plaisir. S'il y a une dernière question, c'est le moment. Sinon, je vous enverrai tout par mail. J'ai juste une dernière question rapide. La plateforme BibLab, est-ce que ça pourrait éventuellement se prêter pour la création des sites vitrines pour des freelances? Oui, tout à fait. Et on a beaucoup, beaucoup de freelance et d'auto-entrepreneurs sur notre plateforme. On a beaucoup de coachs, thérapeutes, on a des assos même, on a des graphistes, on a vraiment toutes les professions qui ont besoin de sites vitrines et d'un site vitrine simple à gérer. Donc, d'ailleurs, c'est pour ces personnes-là qu'on a développé l'éditeur. Voilà. Et j'ai du coup une autre question. Est-ce que vous aidez quand même quand on veut faire un site sur une autre plateforme? Vous proposez vos prestations? Alors sur une autre plateforme, non plus maintenant. On l'a fait au début, mais maintenant on se concentre vraiment sur Vivlab parce qu'on gère, on gère déjà le support, plus l'accompagnement, plus les prestats sur notre plateforme. Par contre, effectivement, si vous cherchez des gens pour vous aider sur d'autres plateformes, on peut, vous mettre en relation avec des partenaires avec qui on travaille tout le temps et qui connaissent d'autres plateformes, même via PayU, il y en a peut-être aussi. Mais dans tous les cas, si vous avez du mal à trouver des personnes pour vous aider à mettre en place, vos sites sur d'autres plateformes, on peut vous recommander à des gens. OK, merci. Bon, super. Merci beaucoup, Caroline, pour cette formation merci à très vous. intéressante. Merci aux participants. Du coup, j'espère que ça vous a bien aidé. Et sachez qu'on va organiser du coup très régulièrement comme ça des formations sur des sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, il y aura des replays toujours disponibles pour quand vous n'êtes pas dispo, par exemple. Donc, à très bientôt. Et puis, merci beaucoup. Très clair. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.